Bonjour à tous, de la part du Cluster Lumière. Donc, je suis Alix Joctor-Manzier. Je m'occupe de tout ce qui est recherche et innovation au sein du Cluster Lumière, qui est le réseau des entreprises et professionnels de l'éclairage en France. Donc, le Cluster Lumière a été créé en 2008 et regroupe actuellement 160 entreprises allant de la recherche, en passant par le bureau d'études, fabricants, distributeurs, installateurs, jusqu'aux architectes, designers et concepteurs lumière. Voilà, l'idée de ce réseau est de permettre aux entreprises de l'éclairage de monter en compétences, de pouvoir développer des produits de qualité dans la lumière, sur tous les marchés, à la fois éclairage public extérieur, mais aussi éclairage intérieur, commerce, tertiaire, industrie, hôtellerie. Voilà, l'idée, c'est vraiment de vous adresser à vous des informations de la veille, toutes les solutions qui vont vous permettre de pouvoir développer des produits de qualité et de faire de la filière de l'éclairage en France une filière compétitive. Voilà. Donc, ça fait maintenant 2 ans qu'on a commencé un programme de webinaires, la plupart animés par nos différents laboratoires au sein du Cluster Lumière. Donc, on a eu plein de sujets assez variés que vous pouvez retrouver notamment sur notre site internet. On a une page dédiée où vous retrouverez tous les replays des webinaires depuis 2 ans. Voilà, vous trouverez des sujets comme l'éclairage naturel, la nouvelle norme, l'indice de fidélité des couleurs, les protocoles de communication en éclairage, le LiFi, tout ce qui va être la question de la modulation temporelle des LED avec le flickering, par exemple, les luminophores, la cybersécurité. Voilà, c'est vraiment des sujets très variés. Et aujourd'hui, on vous propose, avec Tony Mindron du CEA Leti, d'aborder la question des OLED, à la fois dans l'éclairage, mais aussi dans l'affichage, les displays. Donc, ce webinaire va se structurer en 45 minutes de présentation par Tony, qui va vous expliquer un petit peu ce qui se fait au sein du CEA et puis dans le domaine des OLED. Et après, on vous propose de prendre un quart d'heure pour des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure du webinaire, si vous avez des questions, de les noter dans le chat. Et puis, on les reprendra toutes à la fin du webinaire pour pouvoir discuter ensemble avec Tony de vos questions. Voilà. Donc, je laisse la parole à Tony Mindron du CEA. Eh bien, merci pour l'introduction. Et merci surtout de m'avoir invité à présenter ce séminaire. Donc, effectivement, le titre aujourd'hui de la présentation s'intitule donc éclairage et affichage avec les technologies OLED. Et on verra, j'ai essayé un peu d'orienter ma présentation dans le sens de essayer de montrer un petit peu à l'audience que finalement éclairage et affichage avec ces technologies émissives, finalement, c'est pas bien différent et que les acteurs de l'éclairage peuvent aussi peut-être aller chercher des opportunités dans le monde de l'affichage, du display. Alors, hop, il faut que j'avance. Voilà. Donc ça, c'est l'introduction, c'est le plan de ma présentation aujourd'hui. Alors, juste pour démarrer, Georges Zizis, en fait, de l'Université de Toulouse, avait déjà présenté un séminaire sur les OLED, donc j'ai essayé d'être un petit peu différenciant. Mais bon, vous n'échapperez pas effectivement quand même aux généralités sur la technologie. Donc les OLED, c'est quoi? Ce sont des diodes qui émettent de la lumière quand elles sont polarisées en positive. Donc ce sont des composants qui intègrent des semi-conducteurs dits pi conjugués, donc comme les molécules ou les polymères qu'on voit ici. Et effectivement, comme dans l'électronique silicium standard, ce sont des semi-conducteurs qui peuvent permettre de faire aussi d'autres types de composants qui peuvent être des transistors en couche mince ou des photodétecteurs ou des cellules photovoltaïques. Alors on verra à la fin de ma présentation, j'ai fait réservé quelques slides sur la partie dégradation de ces dispositifs, dans la mesure où on verra que cette technologie de semi-conducteur organique nécessite une encapsulation impérative pour pouvoir être fiable.
ce qui est la différence par rapport à l'électronique standard inorganique. Alors, la publication éponyme des OLED, c'est celle que vous trouvez en bas à droite, ici, 1987 déjà, donc 33 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc à l'époque, les inventeurs étaient donc ces deux personnes de chez Kodak, aux États-Unis. Et ici, vous avez le dessin de la première OLED, donc qui intégrait un transporteur de trous et un transporteur d'électrons luminescents, la LQ3, qui est une molécule qui est de loin la plus connue dans les OLED. Et on avait à l'époque, effectivement, une diode qui émettait en polarisation positive des EQE de 1%, 1,5 lumen par watt, à un peu plus de 1000 candela par mètre carré. Alors, j'avais cité aussi cette press release parce que ces deux personnes-là, de Kodak à l'origine, le professeur Van Slyke et le professeur Tang, leur publi éponyme, donc celle-ci a été citée, donc ça remonte déjà à 2013, plus de 5000 fois dans des publications à comité de lecture. Et donc, ils avaient été introduits, comment on dit, inducted, introduits au panthéon du consumer électronique américain pour ce nombre de citations. Donc, c'est vraiment la publication qui avait été vraiment le kick-off pour tout l'engouement de l'électronique organique. Alors, qu'est-ce qu'une OLED? On a vu précédemment une OLED simple bicouche. Aujourd'hui, les OLED qui composent ces téléphones que vous voyez ici, c'est un exemple, hein, j'aurais pu prendre n'importe quelle autre marque, comme les derniers iPhones qui intègrent des écrans OLED. Ce sont des composés, donc ce sont des diodes qui intègrent beaucoup plus de couches que les deux couches originelles. Donc, chacune des différentes couches est dédiée au transport des charges négatives, positives, donc électrons, trous, blocage des charges et évidemment émission de lumière, puisque l'OLED, c'est bien un convertisseur de charge électrique en photons. Alors ça, c'était quelque chose que j'avais remis à jour il n'y a pas très très longtemps, c'est les aspects marché. En haut à gauche, le display. OK. Bon, ça date quand même déjà de 2014, mais les tendances n'ont pas beaucoup bougé. Et en bas à droite, ce sont on va dire, c'est plutôt des projections de marché de l'OLED pour l'éclairage, en fonction des domaines d'application. Alors, comme vous le savez tous, que ce soit pour la télé ou pour les smartphones, effectivement, le marché des displays, c'est quelque chose qui ne fait que croître. Okay. Donc, aujourd'hui, on a des OLED qui existent sur ce marché. On va les voir après, les différentes technologies. C'est indéniable. Okay. Aujourd'hui, pour ce qui nous concerne plus aujourd'hui, puisque vous êtes plus acteur du lighting, si j'ai bien compris quelle était l'audience aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, en OLED, puisqu'ici, on parle bien des OLED, on a différents domaines, en fait, qui étaient des projections, mais on ne peut pas vraiment dire aujourd'hui qu'il existe un marché de l'éclairage basé sur cette technologie OLED. On va dire tant la technologie LED, nitrure de gallium, a pris le pas aujourd'hui sur tout ce qui est éclairage industriel, public, résidentiel et ainsi de suite. Donc on reviendra un petit peu là-dessus. Et sur cette slide, puisque vous aurez accès aux slides a posteriori, c'est un peu un paysage en fait des acteurs du monde des OLED, tant pour le display que pour l'éclairage qui a été mis là-dessus. Mais c'est pas exhaustif, hein, attention. Donc pour ce qui est des displays ou des afficheurs, vous connaissez tous les écrans OLED, donc j'en ai déjà parlé pour les smartphones. Ici, le dernier iPhone 10, pardon. Vous savez qu'avec l'OLED, on peut faire du flexible ou du pliable. Bon, même si les marchés n'existent pas encore tout à fait aujourd'hui pour vraiment ce qui est flexible et enroulable. Okay. Et du coup, nous, au Leti, c'était un peu le but de cette slide, c'était de montrer que nous, on ne travaille pas évidemment sur les grandes surfaces d'affichage, parce que c'est grandes surfaces d'affichage ou grandes surfaces d'éclairage. Quand on veut faire un panneau de lumière OLED, ça nécessite d'avoir des grandes usines avec des grosses machines qui permettent de fabriquer les composants. Et donc la structure, la nanostructure, en fait. Donc nous, au Leti, on fabrique, et c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui, on travaille avec notre partenaire historique qui est MicroOLED, qui est aujourd'hui une PME, qui fabrique des micro-afficheurs. Alors vous voyez la taille, là c'est une pièce de 1 euro.
Et c'est un afficheur très haute résolution. Donc ça veut dire que le pixel, pour certains produits, il fait moins de 5 microns, le pixel. Et ce sont typiquement des écrans qui vont être utilisés pour des applications de viseur électronique dans certains appareils spécifiques, caméras haut de gamme ou jumelles de visée spécifiques, ou pour le grand public. Aujourd'hui, on commence à voir arriver, j'imagine que vous en avez aussi un peu entendu parler, tout ce qui est réalité virtuelle et réalité augmentée. Voilà. Alors ça, ça c'est un truc que j'ai pas remis à jour, désolé, puisqu'aujourd'hui, les écrans OLED de télévision font plus de 60 pouces, donc ça, on peut l'enlever, ça c'était une erreur, un oubli de ma part. Donc le marché des OLED existe pour le display, du petit display, donc micro-display, au grand display, en passant par la tablette et le smartphone. Il existe aussi d'autres technos sur le marché, on y reviendra plus tard. Alors quant à l'éclairage, donc ici j'ai remis un peu une évolution à travers les âges, comme on dit, des technologies d'éclairage, de la lampe à pétrole jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, tout le monde est concerné par ces éclairages à semi-conducteurs, finalement ce qu'on appelle SSL, le Solid State Lighting, que l'on trouve ici, donc qui sont soit des éclairages à base de nitrure de gallium, soit des éclairages à base d'OLED, de semi-conducteurs organiques. Les éclairages LED étant des sources ponctuelles de lumière, alors que l'éclairage à OLED est une source intrinsèquement surfacique. C'est la grosse différence. Après, on peut faire une OLED ponctuelle de la même taille qu'un cristal de nitrure de gallium, mais ça n'a pas d'intérêt, puisque le nitrure de gallium a d'autres avantages en termes de flux, notamment, en termes de puissance. Voilà. Ici, j'avais remis l'évolution des technologies pour l'éclairage en termes de rendement, en lumen par watt, donc le rendement lumineux. Voilà. Et du coup, on voit que depuis que les technologies à semi-conducteurs, les technologies d'émission de lumière à semi-conducteurs existent, et notamment depuis après les années 2000, on voit quand même, notamment pour le blanc, donc c'est ce que j'avais illustré ici, pour un OLED blanc, donc OLED c'est White OLED, et WLED c'est White LED. Alors pour l'OLED, on voit qu'en 2013, certains acteurs du domaine avaient démontré des petites surfaces de lumière OLED qui dépassaient les 100 lumens par watt, ce qui est beaucoup. En 2014, en nitrure de gallium LED, on était à plus de 250 lumens par watt. Je pense qu'aujourd'hui, on a dû peut-être augmenter encore un peu. J'avoue aussi sur cette slide, j'ai pas non plus mis à jour à 2020 les valeurs, mais c'était vraiment juste pour illustrer qu'on avait quand même des systèmes à semi-conducteurs qui étaient relativement efficaces, même pour du blanc. Je peux juste dire ici que pour l'OLED, ça n'a pas dû beaucoup bouger. Voilà. Pour la LED, je ne suis pas au fait, donc je ne peux pas le confirmer. Donc je parlais tout à l'heure de point source pour une LED, qu'on voit à gauche, et de surface intrinsèque d'émission pour l'OLED. Donc si on voit l'illustration ici. Donc aujourd'hui, vous trouvez dans le commerce ce genre d'ampoule à LED, donc qui utilisent des points sources, donc qui sont en fait un cristal, une diode de GaN en fait qui est un cristal mais qui fait quelques dizaines ou centaines de microns, mais qui est considéré comme une source ponctuelle. Et donc, si vous voulez faire des sources surfaciques de lumière avec des LED, avec ces sources ponctuelles, ce que vous allez faire, comme dans un écran d'ordinateur, un écran LCD, qui utilise un rétroéclairage blanc, fait à partir de LED, aujourd'hui, vous êtes obligé d'utiliser les petites LED que vous disséminez, par exemple, autour d'un cadre, sur lequel vous mettez un guide, un diffuseur, de manière, en fait, à avoir une surface uniformément blanche, ou uniformément d'une couleur donnée. Donc ça, en général, aujourd'hui, et c'est peut-être ce qui vous intéresse aujourd'hui, il y avait eu beaucoup de discussions. Moi, j'avais participé à des tables rondes ou des choses comme ça dans différents projets européens, nationaux et ainsi de suite. Et les gens disaient que finalement, l'intérêt entre faire un panneau lumineux LED par rapport à un panneau lumineux OLED, indépendamment de la puissance de chacune des technologies, ça pouvait être le coût, comme toujours en fait, mais qui allait driver en fait le succès de l'OLED, parce que si on est capable d'amortir les investissements rapidement faits sur les OLED pour réaliser des grandes surfaces d'émission comme celle-ci, ben finalement, on pourrait être moins cher que
le coût de fabrication d'un panneau LED qui, lui, demande beaucoup d'étapes d'assemblage. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, il y a le marché de l'OLED pour l'éclairage, c'est quelque chose qui n'existe pas forcément encore. Et c'est vrai que le coût de la technologie rapporté aux caractéristiques de puissance notamment qu'on cherche, seront des éléments importants qui pourront favoriser ou pas l'émergence de cette technologie par rapport à l'existant. Alors, comment on fait du blanc avec des semi-conducteurs organiques, donc avec des OLED? Donc, en semi-conducteur nitrure de gallium standard, en général, on utilise le cristal, la diode composée du nitrure de gallium, avec ses puits quantiques, qui va émettre bleu, puisque le nitrure de gallium, le gap est dans le bleu. Et en général, on utilise des phosphores, j'imagine vous connaissez, qui vont convertir en fait une partie du bleu en jaune, et donc vous avez un blanc qui est créé comme ça. En OLED, c'est différent. En OLED, en fait, comme on utilise des molécules qui sont synthétisées par la chimie de synthèse, les molécules qui émettent les photons dans l'OLED, en fonction de leur longueur de conjugaison, elles sont capables d'émettre toutes les couleurs du spectre visible. Ce qui fait qu'en OLED, on peut faire du blanc. Alors, ça, je l'enlève parce que faire du blanc intrinsèquement, c'est très compliqué et c'est pas efficace. Donc en OLED, en général, on va juxtaposer ou superposer des diodes qui sont composées des couleurs primaires, de manière à ce que lorsqu'on mélange les trois couleurs, on est capable de sortir du blanc. Alors des personnes comme Samsung vont aussi mettre en avant la conversion du bleu, un peu comme avec le GaN, mais avec l'OLED, c'est pas forcément légitime, parce que les OLED bleus sont les moins efficaces et les moins robustes en termes de fiabilité. Voilà, c'est un peu l'inverse du nitrure de gallium qui, lui, est un semi-conducteur qui émet intrinsèquement dans le bleu et qui a des très très grandes durées de vie dans le bleu puisqu'il est très robuste. Et avec le nitrure de gallium, on a du mal à aller vers le rouge, je veux dire intrinsèquement, hein, sans utiliser de phosphore, ou vers le vert. Voilà. Donc il y a plusieurs façons de faire du blanc avec des OLED. Alors, dans un écran comme celui-ci, on juxtapose les couleurs primaires. Donc, chaque couleur ici est une OLED, rouge, vert, bleu, et on recompose après l'image sur l'écran en utilisant cette matrice de pixels qui a une certaine densité, une certaine résolution ou définition qui correspond au nombre de lignes fois le nombre de colonnes. Et c'est ce que vous voyez quand vous achetez un écran, c'est la fameuse résolution, le Full HD, HD, 4K, voilà. Alors, dans un écran, et c'est la différence avec le lighting aujourd'hui, à technologie d'émission donnée, que ce soit une LED ou une OLED, peu importe, il faut savoir que sous le pixel dans un écran, sous chaque pixel, il y a un circuit d'alimentation et un circuit de sélection. Parce que sur un écran, il faut être capable pour faire simple, il faut être capable d'allumer les pixels indépendamment. Donc ça veut dire que dans un écran à matrice active, vous avez dû voir ça, j'imagine, peut-être chez Samsung qui vend des écrans, des smartphones en utilisant la techno AMOLED, qu'on voit ici, ça veut dire Active Matrix OLED. Donc sous chaque pixel, on a une série de transistors, un pour la sélection, un pour l'alimentation, une capa pour garder la charge, et qui permettent en fait d'amener l'information et le courant au pixel qui va se trouver donc du coup au-dessus, technologiquement, et qui, lorsqu'il va être sélectionné et alimenté, va émettre sa lumière. Donc c'est la différence avec l'éclairage, où l'éclairage, lui, aujourd'hui, quand on fait une matrice blanche, si on veut faire une surface émettrice d'OLED, une surface blanche uniforme, on n'a pas vraiment en tout cas aujourd'hui, on n'a pas de sélection de lignes et de colonnes, on a une matrice, c'est une seule grosse diode, pour faire simple. Okay, donc c'est la différence entre écran, entre display et éclairage, même si aujourd'hui on a des choses qui ont tendance à converger, on y reviendra un peu plus tard. Donc dans un écran, il y a donc un substrat, un niveau d'alimentation et qui est une matrice en fait de transistors, on va dire, pour alimenter et sélectionner. Et par-dessus ce niveau de transistor, on a la matrice de pixels émetteurs qui sont les OLED. Alors ça, cette slide, c'était juste pour illustrer qu'il existe différentes technologies pour fabriquer la matrice d'alimentation des pixels. Et je voulais juste signaler ici que autant les OLED aujourd'hui dans les displays, ce sont des semi-conducteurs organiques, autant les matrices de transistors qu'on utilise en dessous pour alimenter ces pixels émetteurs, ce sont des
des pixels qui sont en silicium polycristallin. Donc ce n'est pas du tout de l'organique qui permet d'alimenter les pixels OLED. Alors ça peut être dans certains cas aussi des oxydes transparents conducteurs. Je ne rentre pas dans le détail ici, ce n'est pas le topo du talk. Alors, on en parlait tout à l'heure avant que le séminaire ne démarre. L'OLED, évidemment, est composé de ces semi-conducteurs qui sont des matériaux qui n'absorbent quasiment pas dans le visible, voire pas, ce qui leur confère justement leur efficacité de fluorescence. Et donc, idéalement, ce sont quand on utilise un substrat en verre pour fabriquer ces OLED, effectivement, on est capable de faire des vitres, comme on voit ici, par exemple. Ça, c'était issu d'un projet Comboled qu'on avait eu avec Osram au début des années 2010. On voit que ça, c'est une vitre qui pourrait être une vitre à l'intérieur d'un bâtiment. Quand l'OLED qui est déposé, qui est construit à même la vitre qui sert de substrat, quand l'OLED est éteinte, on voit à travers. Et quand il fait plus sombre ou quand on veut donner une ambiance lumineuse ou des choses comme ça, on peut imaginer qu'on allume la vitre, voilà, et on voit bien la lumière qui va être émise des deux côtés. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on peut faire avec les OLED, qui est un gros avantage par rapport à d'autres technologies comme le nitrure de gallium ou des choses comme ça, où ça, ce sont vraiment des choses qui sont les opportunités de percer pour les OLED dans l'éclairage. Donc il y a cet aspect transparence pour faire des carreaux ou des vitres transparentes, mais il y a aussi l'aspect souple. Vous avez tous dû voir au moins une fois dans votre vie sur Internet des images comme celle-ci. Et on commence aujourd'hui à voir dans le commerce des écrans qui ne sont plus plans. Avec Samsung, sa série Galaxy Edge, par exemple, où on voit des écrans qui sont pliés sur les bords. Okay, donc on sort vraiment de l'écran historiquement plan, comme celui que vous avez sur votre écran d'ordinateur en face de vous. Et ça, c'est autorisé, ça c'est possible avec l'OLED, parce que l'OLED est intrinsèquement un matériau donc organique qui est très peu contraint. Voilà, ça, ce serait des choses très compliquées à faire en nitrure de gallium. Donc on voit aussi ici pour l'aspect éclairage, on peut imaginer des panneaux lumineux flexibles ou flexés une fois, voilà. Et le gros avantage aussi de construire sur plastique, donc ça c'est une étude qui date déjà, mais l'illustration est là, c'était de montrer que si on remplace aujourd'hui les substrats lourds qui sont utilisés pour fabriquer les écrans, voire les panneaux surfaciques OLED pour l'éclairage, on diminue grandement le poids en fait. Donc ça peut avoir un intérêt à ce niveau-là. Alors le futur des OLED, et ça c'est un peu ce que tous les gens cherchent à faire aujourd'hui, tous les acteurs du domaine, c'est pas vraiment pour l'éclairage, c'est plutôt pour le display, mais ça donne la tendance. Aujourd'hui, vous êtes tous d'accord que sur nos écrans, puisqu'on a tous des écrans aujourd'hui, on utilise tous des écrans et on en utilisera de plus en plus, lorsqu'on est très lisible, finalement, on est très peu portable. Okay, et lorsqu'on est portable, en fait, on est très peu lisible. Quand vous avez un écran de votre smartphone dans la poche, voilà, on n'a pas la même vision d'une application que lorsqu'on est sur un écran de télé. Donc la tendance future de tous les grands acteurs du domaine, notamment asiatiques, puisque c'est quand même le barycentre de ces technologies basé là-bas, ce serait de pouvoir dans le futur marier portabilité et lisibilité. C'est-à-dire que vous imaginez dans quelques années, un peu comme dans Harry Potter, je crois, où vous avez une carte en papier ou en plastique, type carte Michelin que vous avez dans la poche, sur laquelle il y a un écran, et quand vous la dépliez, vous avez un écran que vous amenez avec vous à la campagne, en camping, bon, à condition de mettre la batterie quelque part, mais l'idée étant d'avoir une grande surface d'affichage tout en ayant quelque chose qui tient dans la poche. Donc ça, c'est des choses qui sont certainement des opportunités énormes et avec les OLED en dehors des marchés actuels du display. Pour l'éclairage, après, c'est pas forcément légitime, mais peu importe. Là, je vais peut-être passer... Quelle heure est-il, pardon? Vous pourrez me dire quand on est à la moitié du temps? Je ne sais pas si elles n'ont pas entendu. Bon. Oui, 14h28, je vous préviens. Ok, donc ça, je vais passer. Je vais être obligé d'avancer. Donc, c'est 45, je crois, il faut s'arrêter. Donc, l'OLED, c'est quoi? Voilà, on va passer quelques slides. L'OLED, c'est quoi? Donc je l'ai déjà dit, c'est un système à semi-conducteur où on va injecter des charges, les transporter, les recombiner dans un matériau spécifique. Alors,
Ça, c'était juste pour illustrer l'aspect théorique de la chose. Donc, les semi-conducteurs organiques, ce sont des composés composés de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, qui ont pour particularité d'utiliser les électrons pi comme source de conduction. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que par rapport à des semi-conducteurs comme le silicium que certains d'entre vous connaissent, excusez-moi. Le silicium, quand on parle de mobilité de porteurs de charge, pour ceux qui connaissent un peu la physique des semi-conducteurs, on se trouve dans les 1000 cm² par volt par seconde. Dans les OLED, on utilise des matériaux dont les mobilités des porteurs de charge sont très très faibles, 6 ordres de grandeur en dessous. Donc ça leur confère des particularités que je ne développerai pas aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Alors le problème aussi dans l'éclairage à semi-conducteur, que ce soit GaN ou que ce soit OLED, c'est que lorsqu'on crée une diode qui est composée dans une phase solide de ces semi-conducteurs qu'on voit ici, donc là j'ai l'ITO, là j'ai le substrat, là j'ai l'ITO, là j'ai les couches d'organique qui ne sont pas décomposées, qu'on a symbolisées en une seule couche, on a des matériaux qui sont à haut indice de réfraction. Ça veut dire que quand on génère des photons dans ces couches, on va avoir beaucoup de mal à les extraire vers l'extérieur, qui est l'air, le milieu d'indice 1. Donc si on refait le calcul ici, on voit que pour une OLED, on a 80% de la lumière qui va être piégée dans la structure. Pour du GaN, donc pour des LED GaN, c'est pire que ça, c'est moins de 10% si on ne fait rien pour aider à extraire la lumière, parce que l'indice est encore plus élevé que dans les OLED. Bon, ça c'était pour montrer qu'à la manière du GaN, dans des OLED, on est aussi capable d'utiliser des tricks, des bidouilles, je ne sais pas comment dire, pour justement aider la lumière à mieux sortir du milieu d'indice élevé vers l'air en utilisant par exemple des lentilles, des grosses lentilles boules, où on est capable en fait d'avoir un EQE de 20% limité si on n'utilise pas de ce genre de sphère, et on est capable de le multiplier par 3 en utilisant la sphère un peu comme on fait dans le GaN. Bon, ça c'était pour un peu introduire les notions de photométrie, mais j'imagine que les gens connaissent ici un petit peu ce qu'est la photométrie. Donc la photométrie, c'est la science qui mesure la couleur dans le domaine visible, enfin, les radiations électromagnétiques dans le domaine visible. Donc ça fait intervenir, toute mesure photométrique fait intervenir un capteur qui pour l'homme est l'œil. Et donc le flux lumineux dont on parle si souvent pour les LED, pour les OLED si on veut, mais souvent pour l'éclairage plus que pour les displays quand même, c'est quelque chose qui est une puissance lumineuse efficace pour l'œil ou pour le spectrophotomètre que vous allez utiliser. Alors nous, en théorie, en pratique, pardon, dans les labos, quand on veut calculer les rendements des LED ou des OLED, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les courbes courant, tension, luminance, et on définit les efficacités en luminance la plus élevée possible pour un courant le plus faible, donc c'est l'efficacité en courant. Et lorsqu'on veut calculer l'efficacité lumineuse en lumens par watt, on introduit le V fois I, donc la puissance au dénominateur, et le pi en fait vient de la demi-sphère de l'angle solide en fait. Donc, les efficacités sont calculées simplement à partir de ces courbes de courant et de luminance. Alors pour fabriquer les OLED, c'est la grosse différence par rapport au GaN, c'est qu'on va soit fabriquer par évaporation sous vide, soit par voie liquide, qui sont composés des encres, des semi-conducteurs que l'on vient mettre dans le dispositif pour construire l'OLED. Donc ça, c'est une spécificité de ces matériaux organiques, c'est qu'ils sont soit évaporés sous vide, soit fabriqués par voie liquide. Et donc sur quel substrat? Donc ça, vous êtes peut-être moins familier, je pense, dans l'industrie de l'éclairage. Il faut savoir aujourd'hui, alors c'est valable ici, c'est quelle que soit la techno utilisée pour réaliser un afficheur, un display, les substrats qui sont utilisés aujourd'hui pour fabriquer les plus grands écrans LCD et pour les plus grands écrans OLED, ce sont des substrats qui vont jusqu'à génération 10.5. Alors ça veut dire que le substrat de départ pour fabriquer vos écrans, il fait cette taille-là. Il fait 3 mètres par un peu plus de 3 mètres. Donc vous voyez un peu la machine, le type de machines qui sont utilisées dans ces industries, et vous imaginez un peu la taille du substrat de verre qu'il faut au départ manipuler avec une précision extrême, parce que pour des OLED, on dépose des couches qui font on va dire entre 100 et 200 nanomètres d'épais sur des substrats qui vont
faire ces tailles-là. Vous voyez un peu la complexité du... Voilà. Alors ça, c'était pour expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui existe comme techno sur le marché des OLED dans les displays. Donc pour les smartphones, grosso modo, on utilise des masques, du shadow mask. Donc on évapore chaque pixel, chaque OLED rouge, vert, bleu, les unes à côté des autres, pour faire simple. Et pour ce qui est de l'industrie des grands écrans de télé et des petits écrans à l'opposé, des micro-displays, on ne fait pas des pixels individuels avec les RGB, on fait une OLED qui émet blanc, que l'on refiltre ensuite avec des résines, des filtres colorés pour redéfinir l'émission rouge, l'émission verte et l'émission bleue. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour les gens de l'éclairage, si vous allez chez LG et que vous souhaitez, si vous souhaitez acheter un panneau qui fait 65 pouces, un panneau lumineux blanc qui fait 65 pouces, vous pouvez aller chez LG et vous leur demandez à leur acheter en fait un panneau de 65 pouces, mais vous leur demandez de ne pas mettre le niveau de filtre coloré, pour faire simple. Ce qui fait que vous aurez un panneau éclairant de 65 pouces, donc une très très grande surface d'éclairage de 65 pouces. Évidemment, avec son niveau de luminance respectif, qui ne sont pas les niveaux de puissance que vont fournir des LED, par exemple, mais pour des designers ou des choses comme ça, quelqu'un qui voudrait un énorme panneau d'éclairage uniforme, il peut aller s'approvisionner en télé 65 pouces, mais sans le niveau de filtre coloré. Alors ça, c'est une slide pour montrer un peu la durée de vie qu'on a aujourd'hui sur les OLED. Alors, je ne rentre pas dans le détail du calcul parce que là, je n'aurai pas le temps. Grosso modo, aujourd'hui, la légitimité de l'OLED, elle est faite dans la mesure où c'est un produit commercial. Et effectivement, lorsqu'on va chez des fabricants de molécules ou de devices, ils vont vous montrer qu'on a des dizaines et des dizaines de milliers d'heures de fonctionnement pour les OLED. Donc, l'OLED aujourd'hui est fiable, c'est ça qu'il faut garder comme information ici, mais bien entendu, au niveau de luminance auquel on lui demande de fonctionner. Donc, c'est plutôt autour des 1000, 2000 candela par mètre carré que des 100 000 par rapport aux nitrures de gallium. On est bien d'accord. Je rentre dans la dernière ligne droite. Je regarde le nombre de slides. Voilà, ouais. Donc, le gros problème qui est résolu aujourd'hui, fatalement, puisque les produits sont commerciaux, de ces composés, de ces composants électroniques que l'on fabrique avec des semi-conducteurs organiques, donc pour l'OLED, en ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est qu'ils sont sensibles à l'atmosphère. Donc aujourd'hui, dans un écran de smartphone, typiquement, vous avez un écran ici qui est votre matrice de pixels OLED, et typiquement, votre écran, donc ici on a le substrat, là, et typiquement, on va enfermer dans une cavité, donc avec un capot qu'on voit ici, une cavité par exemple sous azote, on va enfermer en fait le display sous azote de manière à ce qu'il n'y ait ni oxygène ni humidité dans la cavité, de manière à préserver l'intégrité de l'OLED. Okay. Une autre manière de faire de l'encapsulation en dehors du capot, parce que le capot ça coûte cher et c'est compliqué, et pour certaines applications c'est pas avantageux, par exemple si on veut faire du flexible, si vous faites un capot dur sur un substrat, sur un display OLED fait sur plastique, vous n'aurez pas de souplesse, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc aujourd'hui, les gens vont plutôt vers de l'encapsulation dite monolithique, où on va utiliser des couches minces d'oxyde ou de nitrure pour venir réaliser la couche barrière qui va protéger l'OLED ou le display OLED ou le panneau lumineux OLED de l'atmosphère. Eau et oxygène. Excusez-moi. Grosso modo, c'est la même chose que ce qu'on fait dans le packaging alimentaire. C'est typiquement le packet chips que vous voyez ici, sauf qu'en termes de flux à la vapeur d'eau, donc on entend souvent parler de WVTR, donc qui est le Water Vapor Transmission Rate, en grammes par mètre carré par jour. Et vous voyez que pour les technologies de barrière avancées, on doit avoir quelques 6 ordres de grandeur ou 7 ordres de grandeur de différence dans le WVTR par rapport au packaging alimentaire. Donc il faut vraiment des technologies drastiques pour empêcher l'eau et l'humidité d'arriver à l'OLED. Donc ça, c'était juste pour illustrer que dans l'alimentaire, on recouvre aussi des films plastiques avec des films aluminisés, avec de l'aluminium. Donc ça, c'est fait dans des procédés rouleau à rouleau, dans des très grandes machines comme celle-ci, et c'est déroulé aux centaines de kilomètres carrés, quoi. Donc c'est ce que vous retrouvez, le packet chips, voilà, il
on lui rajoute un film, une barrière d'aluminium, parce que s'il n'y avait pas la barrière d'aluminium, le chips en fait deviendrait mou trop vite, puisque l'humidité extérieure rentrerait rapidement dans la poche de plastique. Et donc le chips absorberait cette humidité et deviendrait mou. Donc on met une barrière en aluminium pour empêcher au maximum l'eau de rentrer. Et c'est cette barrière en aluminium qu'on essaye de reproduire sur les OLED, mais plutôt avec des matériaux type de diélectrique, puisqu'il faut aussi qu'ils aient une qualité optique. Parce que l'aluminium, ça absorbe la lumière, donc si on encapsule une OLED avec un film métallique, on ne pourra plus sortir de photons. Alors le problème donc des OLED quand vous avez une mauvaise encapsulation, c'est que certains ont doivent déjà être au fait de ça, c'est que vous avez des zones non émissives qui apparaissent, comme on voit ici en bas à gauche, qui sont typiquement ce qu'on appelle des dark spots. Okay, donc ça, c'est pas terrible pour un afficheur et pour un panneau d'éclairage OLED qui développerait ce genre de spot au bout d'un certain temps d'utilisation, c'est vraiment pas voulu, quoi. Donc ça, c'est des performances qu'on a au Leti sur des dispositifs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon, aujourd'hui, typiquement, nous, sur des micro-displays, on arrive à des 1500 heures de stockage dans des conditions d'humidité et de température qui sont quand même relativement drastiques, à 85 degrés, 85% d'humidité. Ça, c'est des choses qu'on maîtrise. Voilà. Et j'arrive sur les 2 dernières slides, 3 dernières slides. Donc du coup, le futur de l'affichage qui serait aussi à corréler avec le futur de l'éclairage, puisque les technologies, si j'ai bien décrit, et si je suis bien conforme à ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui, sont quand même intimement liées et finalement relativement identiques. On voit aussi que sur le marché aujourd'hui, on fait de plus en plus de progrès dans le nitrure de gallium, notamment dans les afficheurs. Ici, vous avez un afficheur géant fait par Sony, qu'ils appellent le Crystal LED. Donc, c'est un afficheur d'extérieur géant en nitrure de gallium. Donc, ici, si vous voulez, chaque gros pixel macroscopique, finalement, c'est une source de lumière qui est la même source de lumière que dans un panneau éclairant, en fait. Donc, on a vraiment une convergence entre les deux technologies. Ici, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, l'écran que vous avez sur votre ordinateur, votre laptop ou votre smartphone. On a la matrice de LCD qui est sur le trajet de la lumière, mais la matrice de LCD, ce n'est qu'un filtre. Et en fait, le rétroéclairage du LCD, c'est bien de la LED. Donc, c'est bien, quelque part, c'est bien. D'ailleurs, le terme, c'est rétroéclairage. Donc, dans un écran LED, LCD aujourd'hui, c'est bien de l'éclairage que vous avez derrière. On voit bien la convergence lighting et display. OK. Alors, GaN versus OLED, ça, c'est pour des applications sur lesquelles on travaille chez nous. Je ne rentrerai pas dans le détail parce qu'on a des aspects assez confidentiels pour les micro-LED. Nous, aujourd'hui, on travaille la future génération de micro-display dans notre laboratoire au Leti, qui est la génération basée sur les micropixels en nitre gallium. Okay, mais ça pose beaucoup de problèmes. Je ne rentrerai pas dans le détail ici. Entendu que quand on diminue la taille du GaN, donc du cristal de nitrure de gallium, on passe d'une efficacité qui est relativement élevée dans les produits, dans les ampoules que vous trouvez aujourd'hui, à des efficacités qui vont chuter drastiquement du fait de la de la petite taille. Alors, je ne rentre pas dans le détail pourquoi c'est comme ça, mais il faut savoir que le nitrure de gallium, l'efficacité d'émission diminue avec le downsizing du cristal, en fait. Donc, quand on va vers des pixels qui font 5 microns, ça pose problème. Et pour conclure, là, j'ai mis un tableau un peu rapidement ce matin selon mes expériences à moi, ce que j'entends dire, ce que je lis, et puis selon l'expérience de notre quotidien, enfin nos technologies, où j'ai mis un peu ce que pourraient être effectivement les opportunités pour l'OLED et pour le GaN en fonction des différents domaines. Okay. Et j'ai rajouté ici, peut-être que certains d'entre vous sont au fait, du LiFi. Donc, c'est des choses dont on entend de plus en plus parler. Donc, le LiFi, en fait, étant un cas particulier du VLC, le VLC étant le Visible Light Communication, le fait de communiquer par la lumière, donc d'utiliser des LED, qui sont donc des sources à semi-conducteurs que l'on peut moduler très, très rapidement pour, grosso modo, faire du Morse, pour faire simple, et donc pour envoyer, en fait, un signal dans le faisceau de lumière, qui n'est pas détectable par l'œil. Et je voulais signaler qu'en mars 2020, donc le mois dernier, il y a un NatureCom qui est sorti, donc de plusieurs chercheurs qui sont assez connus dans le domaine du LiFi, s'il y a des gens qui ont des affinités avec le LiFi ici, qui ont montré qu'en OLED,
en faisant des petits pixels. Hein, attention, là, c'est pas de la surface, hein, c'est vraiment des petits pixels OLED. On était capable d'atteindre des débits de transmission de données qui dépassaient le 1 gigabit par seconde. Ce qui est en fait une espèce de planté de drapeau fait par ces chercheurs et qui montre que même avec l'OLED, on serait capable de faire de la communication rapide avec la lumière. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop dépassé, et non, 44. Donc je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. Merci beaucoup, Tony, pour ces explications bien précises et détaillées. On a déjà quelques questions. Alors, je vous propose je vais les reprendre à l'oral, comme ça permettra que vous puissiez y répondre en direct. Donc, première question de Sophie Jette. A-t-on toujours le même spectre avec des OLED blanches? Quel est le rendu des couleurs? On peut faire un peu ce qu'on veut, en fait, puisque l'OLED, donc le CRI, on peut faire un blanc qui soit une OLED bleue avec une patate jaune, mais on peut faire aussi un blanc qui est relativement saturé, avec un rouge, un bleu, un vert, un rouge, qui soit centré sur des longueurs d'onde bien spécifiques. Et contrairement aux idées reçues, c'est souvent, vous avez dû entendre aussi ici parler un peu des LED à quantum dot, les quantum dot LED, qui sont en fait des OLED, mais dont la zone d'émission est un film de quantum dot. Souvent, il est mis en avant que les quantum dots ont une largeur spectrale qui sera beaucoup plus faible que l'OLED. C'est vrai dans un certain sens, mais aussi en OLED, on est capable de faire des gaussiennes d'émission de couleurs qui soient relativement étroites, dans la mesure où on est capable de faire des OLED en micro-cavité. Donc on est capable en fait de sélectionner en OLED, si vous voulez faire une émission centrée à 520 nanomètres avec une largeur à mi-hauteur de 15 nanomètres, c'est possible. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut modifier, on peut moduler le CRI un peu comme on veut. Et aujourd'hui, on peut moduler le CRI avec la couleur intrinsèque de l'émetteur, mais aussi en modulant sa largeur d'émission dans une cavité optique. Donc voilà. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais donc on n'a pas toujours le même spectre en fait. On le modifie comme on veut, à la demande. On peut faire un blanc chaud, un blanc froid, on peut faire ce qu'on veut. Sophie vous remercie, donc je pense que ça a bien répondu à sa question. Une autre question, quel est l'horizon d'un vrai marché pour la technologie OLED selon vous? Pour l'éclairage, je pense, là, c'est ça? Oui. Parce que pour le display, le marché, il est déjà là, en fait. Pour l'éclairage, moi, j'ai quand même l'impression, il faudra regarder, c'est le petit tableau que je suis passé très vite dessus, mais de ce qu'on voit aujourd'hui, il semblerait quand même que le marché de l'éclairage des panneaux de lumière OLED pourra peut-être percer si on est capable de trouver j'ai perdu le mot, je cherche un mot, mais j'ai oublié. On cherche vraiment la killer application, voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment le fait de, par exemple, pouvoir faire des panneaux lumineux flexibles ou des choses comme ça. Parce que pour moi, dès lors qu'on reste en panneaux lumineux plans, aujourd'hui, je pense qu'il y a des entreprises qui arrivent à faire du edge lit, du panneau lumineux avec des LED sur le côté, un peu comme les écrans, le rétroéclairage des LCD, qui sont très, 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 très fins. Donc, pour être honnête, à part si c'est une question de coût, comme je disais au début, ou si on fabrique intrinsèquement l'OLED surfaciquement et qu'on arrive à la faire 10, 15, 20 fois moins cher qu'un edge lit LED, ok, là, peut-être que le LED aura sa légitimité sur des surfaces planes, mais à coût égal, je pense que l'OLED en fait ne s'en sortira que si elle arrive à faire des choses qui sortent de la surface plane, mais plutôt des choses flexibles ou conformes. Voilà. Sinon, à mon avis, par rapport à la LED, ça va être. On fait de la surface avec de la LED aujourd'hui, il faut être honnête, quoi. Et avec des flux plus importants. Et le problème, il est là, en fait. Il est surtout là, en fait. C'est surtout voilà. dans les flux. Et aujourd'hui, en termes d'investissement pour les panneaux éclairage OLED, il y a LG qui doit être aujourd'hui sur une Gen 5, donc confère ce que je disais tout à l'heure, les surfaces de substrat mère, là, la taille des substrats. Alors, je ne me souviens plus à quoi ça correspond comme taille Gen 5, mais c'est déjà des grandes surfaces, mais ça reste des petites surfaces par rapport à ce qui est fait en display.
Et puis aujourd'hui, il n'y a pas de marché. Donc, si vous achetez un panneau lumineux chez LG, ça coûte encore très cher, quoi. Après, ce que je disais, c'est que si un designer a besoin pour un client très riche de faire une salle complète avec des grands panneaux de lumière, peut-être que d'acheter une télé LG 65 pouces en demandant au fabricant de ne pas faire le niveau de filtre coloré, voilà, vous avez votre panneau, mais bon, qui coûtera très très cher, quoi. Mais une télé OLED, c'est une grande surface d'éclairage, en fait, intrinsèquement, parce qu'il n'y a pas de LCD. Et voilà, aujourd'hui, on l'achète on fait de la couleur, mais même sans enlever les filtres colorés, on peut afficher un fond blanc, hein. Je veux dire, il suffit juste d'envoyer le signal qui va bien pour faire le fond blanc, mais intrinsèquement, sans les filtres colorés, vous avez une surface blanche, quoi, une émission blanche, voilà. Mais, donc voilà, finalement, l'OLED pour refaire ce qui se fait actuellement en LED, ça n'a pas d'intérêt. Mais par contre, si on cherche une application nouvelle, une nouvelle façon d'éclairer dans sa forme, ou à ce moment-là, l'OLED peut être un avantage. C'est ça. Voilà. Très bien. Je vais passer à la question suivante de Lionel Simoneau. Pour le display, vous affichez des candela par ampère. Pourquoi pas des lumens par watt? C'est vrai que c'est une bonne question. Je pense que c'est comment dirais-je, on trouve dans des publications qui sont orientées display des lumens par watt. Mais c'est vrai qu'historiquement, dans les displays, on parle plutôt en rendement en courant, candela par ampère. C'est aussi certainement parce que les pixels, quand on compose un display, on mesure pas forcément toujours l'émission, l'indicatrice d'émission, voilà. Et en fait, on a des profils qui sont pas toujours lambertiens. Donc le pi sur V fois L sur J qu'on utilise de manière standard pourrait être modifié. Il pourrait y avoir un facteur F qui traîne quelque part, et voilà. Et donc je dis que c'est pas toujours lambertien parce que les pixels sont parfois des micro-cavités. Et en micro-cavité, on a des profils qui ne sont pas lambertiens. Donc, le lumen par watt, il pourrait être calculé, mais il faudrait faire une mesure en goniomètre sur chaque pixel, ce qu'on ne fait jamais. Donc, c'est peut-être une raison historique. Et puis, dans ce cœur de métier, les gens sont plus en candela par ampère. Mais voilà. Et donc, on parle rarement d'EQE en plus. Hein. C'est vrai que les EQE, c'est en plus souvent pour les publications scientifiques. Dans l'éclairage, c'est pareil. Hein. On parle en lumen par watt, mais on ne parle pas en EQE. Hein. Pareil. Hein. Donc, voilà. C'est chaque métier a sa préférence, je pense. Mais historiquement, il doit avoir une raison, mais bon, voilà. Je passe à la question suivante, du coup. Quelle durabilité de l'encapsulation monolithique, demande Marine. Quelle durabilité de alors aujourd'hui, dans les micro-displays qui sont vendus par notre partenaire MicroLED, c'est que du monolithique. Et donc, c'est des écrans, des petits écrans, certes, hein, mais après, c'est juste une question de taille. Hein, entre un écran de télé et un micro-display, c'est grosso modo, ça marche pareil. Hein. C'est juste la techno d'adressage en dessous qui est un peu différente, mais je veux dire, c'est exactement pareil. Et aujourd'hui, les écrans micro-display qui sont fabriqués, ils sont donnés pour les mêmes durées de vie que des écrans de télé. Donc, ça veut dire que la durabilité, voilà, elle est en années, quoi. En année, selon l'utilisation qu'on fait d'un micro-display ou d'une télé, ou voilà. Sachant qu'il y a certains écrans de smartphone aujourd'hui aussi qui sont donnés pour la durabilité, on va dire 2, 3, 4, 5 ans. Certaines encapsulations monolithiques sont déjà utilisées dans les smartphones, notamment ceux qui ont les écrans courbés, la famille des Edge chez Samsung et tout ça. En fait, c'est pas possible de courber un capot. Enfin, il y a le verre flexible existe, mais c'est compliqué à manipuler. Donc aujourd'hui, ils vont plutôt vers des encapsulations monolithiques avec un nitrure de silicium, basse température, et après ils viennent laminer par-dessus un film plastique qui lui aussi possède une barrière. Donc c'est une encapsulation un peu hybride où on fait une couche mince de nitrure et on vient relaminer un capot par-dessus, mais qui est un capot de plastique en fait. Voilà. Et ça, après, voilà, ça a la durée de vie. Moi, aujourd'hui, moi, à la maison, j'ai un vieux Samsung Galaxy qui doit avoir
C'est le Galaxy Note 2, je crois, donc qui doit dater on est en 2020, qui doit dater de 2013. Il a beaucoup servi, il n'a pas un défaut. Hein. Oui, c'est bien. Donc, et là, c'était de l'encapsulation, je pense, qui était un capot de verre scellé. Donc, mais en monolithique, on arrive, moi je suis sûr que dans 3-4 ans, on allume encore les Samsung Galaxy S7 qui auront déjà quelques années et ils seront sans défaut, hein, je pense, il n'y a pas de souci. Un peu dans les mêmes questions, Mustapha qui demande, avons-nous des OLED extensibles, stretch, ou encore des bandelettes d'OLED posées sur un substrat extensible? Avons-nous, ça veut dire commercialement? Oui, je pense que ça a été produit. Non, 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 non. Non, non. Il y a des recherches un peu sur le sujet? Il y a des publications scientifiques, oui. D'accord. Donc, c'est des publications scientifiques. Après, oui, on peut imaginer, hein, ça peut se faire, mais ça pose beaucoup, beaucoup de problèmes. Et il n'y a pas. Non, non, aujourd'hui, il n'y a pas et il faudra encore beaucoup de temps, je pense. Mustapha posait aussi la question, quel est le prix d'un 10 cm² d'OLED? Pour l'éclairage, toujours. Alors là, j'avoue que je ne pourrais pas vous dire. J'ai un collègue, enfin pas un ancien collègue, un collègue qui avait anciennement commandé des panneaux chez LG, qui devait faire, qui était même pour certains, je pense, un peu plus grand que ça, et c'est plutôt dans les centaines d'euros le panneau. Ouais, c'était assez cher quand même. Hein. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, la réponse elle est simple. Aujourd'hui, on ne peut pas acheter un panneau lumineux de 10 cm² chez Leroy Merlin. Donc, il faut les acheter par d'autres biais. Les biais, c'est directement contacter le fournisseur qui vend. Hein. LG, vous pouvez en acheter, mais ça coûte très cher en fait. Donc, c'est plutôt des designers qui achètent, voilà, des gens qui veulent faire des preuves de concept dans des architectures d'intérieur, de l'éclairage d'intérieur ou des choses comme ça, un peu voilà, haut de gamme, quoi. Et est-ce qu'on peut penser qu'à terme, ça va diminuer ou est-ce que ça devrait rester dans le même ordre de grandeur? Ben, il faudrait que les industriels investissent dans les usines qui vont bien, sur le même modèle que pour les displays. Mais c'est pas, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'engouement. Et je pense que c'est majoritairement dû à ce qui se fait déjà en GaN, quoi. Donc aujourd'hui, il y a le GaN. La technologie d'éclairage à semi-conducteur, le SSL, c'est quand même très très récent. Donc il y a quand même les LED, c'est très très récent quand même comme technologie. Il y a encore quelques années, on avait encore l'ampoule à filament dans les magasins de bricolage. Maintenant, elle n'y est plus, mais bon, il y a les ampoules à incandescence, pas incandescence, mais les fluos compacts et tout ça là qui existent. Mais grosso modo, les technos à semi-conducteurs sont très récentes. Donc la LED est récente, donc bon, elle est plus puissante que l'OLED. Et aujourd'hui, la légitimité de l'OLED, effectivement, compliquée à défendre pour l'éclairage, moi je trouve. Et pourtant, moi je viens de ce domaine, hein, je devrais défendre, mais c'est un peu compliqué, sauf si on est capable effectivement de faire des panneaux flexibles, des choses comme ça. Mais il faudra les usines pour faire ça, et aujourd'hui, on n'a pas. Alors, Moustapha pose encore une question. Peut-on utiliser les OLED avec la techno Leti pour faire des afficheurs HUD? Alors, C'est le Fisher tête haute, head-up display. Il n'y a pas la puissance, et pour des afficheurs HUD, c'est plutôt des LED. Nous, on a eu des projets qui étaient confidentiels, donc je ne pourrais pas en parler, mais où on faisait du monochrome OLED, monochrome vert pour faire des HUD. Ça a donné des résultats parce que dans le vert, on est capable quand même de faire beaucoup de puissance en OLED. Après, la durée de vie, bon, elle est peut-être un peu plus compliquée par rapport à une LED, mais on a eu démontré dans des projets passés des afficheurs HUD basés sur du monochrome OLED vert, très haute lume. Donc très haute lume, c'est pour ceux à qui ça parle, c'était on allait au-delà des 50 000, voire 100 000 candélas par mètre carré dans le vert. Et la durée de vie était d'assez luminance là pour les OLED, c'est compliqué, quoi.
Une dernière question, puisqu'il nous reste 2 minutes. Pour les écrans, les OLED dominent-ils les LCD aujourd'hui en termes de performance? En termes de contraste, oui. Il suffit d'aller chez pas les fabricants, les revendeurs, les grandes enseignes. Vous comparez un LCD, alors un LCD LED à un LED. Hein. Aujourd'hui, quand on parle d'écran LED, c'est du LED LCD. Hein. Aujourd'hui, il n'y a que 2 technos sur le marché, c'est LCD et OLED. Hein. Après, ce qui change quand on dit LED et les écrans à quantum dot aussi de Samsung, c'est juste qu'on modifie le CRI de la lumière qui arrive sur la cellule LCD, mais ça reste du LCD. Et donc, pour répondre à cette question, oui, les OLED proposent en fait des niveaux de contraste et des niveaux de noir qui sont qui sont un vrai noir, quoi, parce que comme dans une OLED, il n'y a pas de LCD, il n'y a pas de filtre de la lumière, du backplane. Donc, sur une OLED, le noir est noir parce que le pixel est éteint. Dans un LCD, le noir est toujours un peu moins noir, dans la mesure où le LCD est un cristal liquide, en fait, une molécule qui va, en jouant sur la polarisation, qui va couper la lumière, mais en fait, elle n'est jamais coupée comme si c'est quand même rétroéclairé. Alors même si c'est un peu moins vrai aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, avec la matrice LED qu'on a derrière, on est aussi capable de piloter la matrice LED de manière à éteindre certains endroits de l'écran LCD. Mais quand même, globalement, les écrans OLED, allez chez votre vendeur local, les grandes enseignes, et vous verrez que les niveaux de noir sont quand même sont impressionnants. Impressionnants. Et pour des couleurs, pour des saturations de couleurs qui sont égales au LCD. Et les résolutions, pareil. On arrive à faire de la 4K aujourd'hui avec toutes les technos. C'est pas ça ils sont pas limités en termes de résolution. Parfait. Bon, je crois qu'on a traité la dernière question. Donc, on va conclure ce webinaire. Un grand merci à vous, Tony Mandron, pour la qualité de votre intervention. Je pense que merci. Très, très attentif. Le CEA est en vacances aujourd'hui. Oui. C'est d'autant plus sympathique de votre part d'être venu pour votre intervention. Et d'avoir maintenu le webinaire. Je te laisse la parole peut-être. Oui. Alors, déjà, on va vous montrer le prochain webinaire du Cluster Lumière. Donc, peut-être, Alix, tu veux faire un commentaire sur justement ce webinaire? Oui, donc le 28 avril, on vous propose 1h30 de webinaire sur le cluster lumière, tout simplement, sur à la fois nos services, tous les services qu'on propose pour l'ensemble de la filière. Voilà, pour ceux qui, à la fois, font partie déjà du réseau, pour mieux comprendre ce qu'on fait, et ceux qui seraient intéressés pour intégrer le réseau. Voilà, donc on vous a mis pour vous faciliter la tâche un petit bouton où vous pouvez vous inscrire directement depuis la salle de webinaire. Hein. On vous a mis un lien vers le formulaire d'inscription. Et puis aussi, sachez que la présentation est disponible en téléchargement, la présentation de Tony. Donc, je vais vous montrer comment on fait pour récupérer cette présentation. Alors, voilà. Donc, ça se passe en fait en haut à droite de votre interface dans ce qui s'appelle le tableau d'événements. Donc, vous avez 2 onglets quand vous cliquez sur tableau d'événements. Le premier, c'est les infos sur le webinaire et le deuxième, c'est les fichiers partagés. Et là, on vous a mis en téléchargement le fichier de Tony. Donc, vous pouvez le télécharger dès maintenant. Et on va vous laisser un petit peu de temps dans la salle pour effectuer ce téléchargement. Voilà. Merci à vous de votre participation. C'est le bon. Le webinaire sera disponible en replay sur YouTube et sur le site du Cluster Lumière d'ici la fin de la semaine. Donc, voilà, si vous n'avez pas tout compris et que vous voulez réécouter les explications de Tony, vous pourrez, en allant sur Internet, on vous enverra par mail le lien. Juste une remarque, c'est celui qui apparaît sur l'écran, ça ne correspond pas. Oui, c'est pas celui-là. Non, c'est juste que quand j'avais fait la copie d'écran, en fait, c'est un autre fichier, mais c'est bien le vôtre qu'on a mis dans le tableau d'événements. Là, c'est juste quelque chose de figé que j'utilise régulièrement. Mais c'est vrai que ça peut porter à confusion. Ne vous inquiétez pas, c'est bien votre présentation. Ok, merci. Un grand merci à vous. Donc, pour les intervenants, ne fermez pas la salle, s'il vous plaît. Comme ça permettra aux participants de télécharger tranquillement la présentation.
Et puis, on se voit pour les autres en espérant le 28 avril pour la présentation du cluster. Voilà, merci à tous. Okay. À très bientôt. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée à chacun. Je peux fermer là, c'est bon? Ouais. Okay. Oui. Merci, au revoir. Au revoir.